Il est 8h46, les grands débats du matin comme tous les jours au 0826 300 300 si vous voulez participer au débat avec Arlette Chabot et Christine Bouillot. Ce matin, on va revenir sur les présidentielles. Est-ce que vous avez choisi votre candidat déjà? Est-ce que vous êtes encore hésitant, définitif ou abstention? Ce matin, vous n'êtes pas du tout hésitant, vous êtes plutôt définitif, aux alentours de 80% à avoir trouvé votre candidat et de l'avoir choisi. Oui. Et on va revenir sur l'abstention. Et vous justement, est-ce que vous avez déjà vraiment complètement, j'allais dire, enterré votre vote? C'est-à-dire, vous dites, ça y est, maintenant j'en suis absolument certain. Ou alors. Enterré en disant abstention absolue. Ou alors l'abstention, ou alors vous hésitez entre les uns et les autres. Vous nous appelez 0826 300 300. Il y a autre chose que je voudrais bien savoir. Vous pouvez nous appeler aussi. Une semaine après, par exemple, la levée du port du masque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que c'est bien respecté en fait autour de vous et que les gens gardent en fait quand même des distances? Par exemple, aussi dans les transports. Est-ce qu'il faut le maintenir dans les transports ou alors est-ce qu'il faut l'enlever? Dans les commerces, par exemple. Dans les commerces, ce n'est plus obligatoire. Et pourtant, parfois, il y a en fait quand même des files d'attente aux caisses des supermarchés ou même. Il y a proximité, oui. Alors évidemment, il est beaucoup moins inquiétant ce variant, mais tout de même, il y a une petite crainte. Ou alors est-ce qu'il faut le lever partout? C'est ce qui se fait dans beaucoup d'endroits, évidemment, notamment aussi avec le beau temps. Là aussi, vous nous appelez 0826 300 300. Et puis autre question qu'on pose dans l'actualité aussi ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil des réfugiés ukrainiens par la France? On rappelle qu'il y a quand même 10 millions de personnes, d'Ukrainiens qui ont fui, qui quittent leur maison. Vous imaginez, vous êtes chez vous, vous devez quitter votre maison parce que, évidemment, il y a la guerre, il y a la menace, en fait, il y a les bombes, il y a les bombardements, et puis il y a une peur, il y a une angoisse quand même, 10 millions. Est-ce que la France, face à ça, est-ce qu'elle a un devoir d'accueil? Est-ce qu'elle doit être, cet accueil doit être temporaire? Est-ce que le pays n'est pas prêt? Où vous n'avez pas d'avis? Là aussi, vous nous appelez 0826 300 300. En tout cas, sur les réseaux sociaux, vous avez des avis puisque vous le dites que ça doit être temporaire à 53% et que le pays n'est pas prêt à 25% et c'est un devoir d'accueil à seulement 11%. À seulement 11%, oui, mais doit être temporaire. Ça fait partie des pistes qui sont beaucoup évoquées, y compris par les politiques. Avant de retrouver aussi Éric Revel dans un instant avec Arlette Chabot et Christine Bouillot. Christine, vous avez assisté hier à cette longue cérémonie pour les 10 ans des attentats à Toulouse, Montauban, Mohamed Merah. Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui a été très touchant et je pense que les 2000 personnes qui étaient réunies, y compris la presse dans cette halograin, on a été très touchés parce que par les témoignages des proches des 4 victimes et surtout des enfants qui ont été tués dans cette école Hortora, des amis de ces camarades et des proches des victimes qui sont venus raconter leurs victimes. Donc ça a donné vie à ces derniers instants. Je pense notamment au père de Jonathan Sandler qui est venu raconter les derniers instants quand il a vu ses petits-enfants et son fils pour la dernière fois avant que Jonathan, Harry et Gabriel soient assassinés par le terroriste dans cette école. Je rappelle leurs âges, ils avaient 6, 3, 30 ans et puis la petite Myriam Monsonego également avec les témoignages émouvants de ces élèves, de ces anciens élèves qui sont aujourd'hui des adultes et qui sont venus raconter l'amour de leur école, l'amour de leurs professeurs et puis de ce directeur d'école qui avait perdu sa fille dans l'école. Voilà, donc ça a été une cérémonie particulièrement émouvante sur la partie souvenir. Et puis après, il y a eu aussi tous les gestes politiques qui ont été faits. Rappelons qu'il y avait 4 chefs d'État qui étaient présents à cette cérémonie. Emmanuel Macron, qui avait invité Nicolas Sarkozy, invité François Hollande, et puis également le président israélien Yitzhak Herzog, qui étaient réunis là. Il y avait le président du Sénat, Gérard Larcher. Il y avait l'ancien ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, Premier ministre aussi. Il y avait Gérald Darmanin. Et donc, on voit très bien que c'était ce qu'on appelle l'union sacrée, très concrètement, autour de cette lutte et de ce combat, de ce message autour de la lutte contre le terroriste islamiste. Qui n'est pas terminé, parce que certains disent que c'est un peu derrière nous. Et là encore, il faut le rappeler. Non, bien sûr, mais il y en avait certains. Et par exemple, Jean-Luc Mélenchon l'avait dit il n'y a pas si longtemps, quoi. Et il faut rappeler que il y a toujours en fait une menace, quoi, bien sûr. Oui, beaucoup disent qu'il y a eu un débat avant cette cérémonie officielle, un débat où plusieurs intellectuels ont pris la parole et beaucoup ont voulu dénoncer cette idéologie victimaire. Emmanuel Macron a dit qu'on était plus fort que les terroristes, mais il a rappelé que le combat avait été mené
par ses prédécesseurs. Il avait commencé il y a plus de 10 ans maintenant, au moment des attentats de Toulouse et de Montauban, et que cette lutte contre l'antisémitisme pouvait aussi se cacher derrière le masque de l'antisionisme. Ça a été aussi beaucoup dénoncé. Et le président du CRIF Midi-Pyrénées, qui est un ancien élève de l'école Orthora, qui a donc connu l'horreur il y a 10 ans, a renvoyé dos à dos, sans les nommer, l'extrême droite et l'extrême gauche hier dans cette Allogra, un discours très applaudi, très remarqué. Donc on voit bien que ce combat-là aussi est un combat autour des idées et qui se répercute et qui se percute avec la campagne présidentielle. Cette union sacrée qu'a appelé, enfin en tous les cas, qu'a voulu marquer Emmanuel Macron à l'occasion de ses 10 ans. Oui, et c'est vrai que alors la lutte contre le terrorisme, on en a parlé au début de cette campagne, à la fin, j'allais dire à la fin de l'automne, début de l'hiver, quand Éric Zemmour est entré en campagne, parce qu'il a porté de nouveau sur ce sujet. Et depuis, on en parle quand même beaucoup moins, Arlette Chabot, non ? Dans l'ensemble, en fait, des débats. Le terrorisme lui-même, on l'a pas vraiment évoqué. C'était l'immigration, c'était islam égale islamisme, puisqu'Éric Zemmour refuse de faire le distinguo entre les deux. Donc ça, c'était effectivement une question. Et pour lui, l'islam et l'islamisme conduit souvent effectivement aux extrêmes, aux extrémistes et donc aux terroristes. Et voilà, avec toutes ces théories qu'on connaît. Mais le terrorisme en tant que tel a un peu disparu effectivement. Les préoccupations, c'est la sécurité, c'est l'immigration dont on a parlé le plus souvent dans cette campagne. Et ce qui était important hier, c'était de ce moment d'union et d'unité nationale, comme on l'avait vécu effectivement il y a 10 ans, puisque ces attentats avaient suspendu la campagne présidentielle et tous les candidats avaient assisté cérémonie à la mémoire des victimes. Donc c'est un moment important non seulement de souvenir, mais de marquer un temps d'arrêt et de réflexion. Hier, c'était très utile à Toulouse. Oui. 0826 300 300, je le disais en fait, sur tous ces sujets, vous réagissez. C'est Alain qui nous appelle de la région lyonnaise. Bonjour Alain, bienvenue. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour Alain, vous vouliez réagir, je crois, sur l'abstention. Sur l'abstention, hein. Oui. Il y a quelque chose quand même qu'il faut noter. Oui. Les gens qui actuellement sont en train de se plaindre des abstentionnistes sont pour une grande partie d'entre eux des gens qui ont été élus et qui ont peur pour leurs prochaines élections. Il ne faut pas oublier qu'à l'Assemblée nationale, une grande partie, quand il y a un vote, une grande partie déjà des élus, des députés ne sont pas présents au vote. On vient d'en avoir la démonstration pour les passes sanitaires, vaccinales et ainsi de suite. Et souvent les votes ont lieu à 5 h du matin. Il doit être très compliqué de mettre le vote à midi pour que tout le monde soit là. Deuxièmement, ces gens s'abstiennent. On n'entend pas les médias dire ou qui que ce soit dire que c'est une honte qu'ils s'abstiennent et ainsi de suite. Et ce qui est pire, c'est que ces gens-là sont quand même payés des sommes folles pour voter. Non seulement ils s'abstiennent, mais en plus ils ne se déplacent pas. Et la personne ne trouve rien à redire. Mais par contre, le pauvre... Oui. Et Alain, du coup, c'est ce qui vous fait hésiter et même dire, j'ai l'impression que vous allez vous abstenir, quoi. Si je vous suis. De toute façon, moi je m'abstiendrai, mais surtout ça me met une certaine rage, parce que je me dis, il y a 2 poids et 2 mesures. Donc le citoyen lambda qui a déjà très peu de moyens de faire passer son message, il a l'abstention pour le faire, pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas du tout, se retrouve porté au pilori. Et des députés dont c'est le métier, ou des sénateurs, parce qu'on a le même problème avec les sénateurs qui gagnent des sommes folles, eux peuvent s'abstenir sans aucun problème et en plus peuvent même pas se déplacer et personne ne trouve rien à redire. Il y a quand même 2 poids et 2 mesures là. Oui, 2 poids 2 mesures. Arlette Chabot, alors c'est vrai il y a tous les parlementaires quand il y a des sessions ne sont pas là présents en fait à tous les votes. Est-ce que il ne devrait pas y avoir une obligation, en tout cas pour des textes qui sont... Il y a des contrôles, de toute façon, il y a des contrôles quand même. C'est vrai. Après, il y a d'autres, les parlementaires. C'est pas une excuse, on me dit, il n'y a pas d'absentéisme, il n'y a plus de cumul des mandats, donc ça a permis, et notamment c'était le cas pour la majorité, d'être là, des nouveaux parlementaires, c'était une des raisons de leur engagement, c'était aussi d'être présent. Après, monsieur n'est pas content des parlementaires, il a tout à fait le droit, mais alors justement, allez voter et changer de majorité, choisissez quelqu'un qui s'engagera à être présent dans l'hémicycle. C'est quand même ça le droit de vote, même si vous dites si c'est secondaire, ça n'est pas secondaire. Ça, c'est comme, vous savez, la pub pour le loto. 100% des gagnants ont joué. Donc, si vous êtes, si vous ne votez pas et si vous ne choisissez pas entre les candidats, vous êtes sûr que
qu'effectivement, il n'y en a pas un qui correspondra à votre choix. Oui, Alain, certains sont morts et se sont battus, évidemment, aussi pour avoir ce droit de vote, quand même. Oui, mais ce que je suis en train d'exprimer, je ne suis pas en train de me plaindre des candidats, je suis en train de me plaindre du traitement qui est fait aux citoyens lambda et aux parlementaires, qui n'est absolument pas le même. Et là, je ne vois pas pourquoi, sur le même sujet, il doit y avoir deux traitements différents. Si nous, en tant qu'abstentionnistes, on est des sous-citoyens, on est irresponsables, j'accepte toutes les critiques. Le député qui s'abstient d'aller voter, il devrait être traité exactement pareil. Mais non, là, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Non, on n'est pas en train de parler de politique, de change. On n'est pas d'accord ou d'accord avec une personne. On est en train de parler du traitement qui est fait. Oui, non, je comprends la nuance. Déjà, là, prenez des abstentionnistes, mettez-vous à leur place. Attendez, nous on comprend pas. Alors nous on se fait insulter et les autres ils sont portés au nu. Et c'est non, faut pas exagérer, quand même. Pas ce point-là. Non, mais les mêmes personnes actuellement sont en train de se plaindre pour être sûr d'être élus, qu'il n'y ait pas d'abstention, mais en même temps seront les premiers, feront partie des gens qui iront s'abstenir quand un vote ne leur plaît pas ou les gêne. Non mais je comprends ce que vous dites. Et c'est accentué effectivement en ce moment par le sentiment, en tout cas de certains, qu'il n'y a pas véritablement, pas suffisamment de campagne, comme le déplorait tout à l'heure Geoffroy Didier, le directeur de la communication de Valérie Pécresse, qu'il n'y a pas de débat pour avoir beaucoup plus de confrontation d'idées sur les projets. Donc je vous invite à regarder aussi tous les projets, tous les contenus. Allez, on continue d'en parler dans un instant avec Éric Revel qui va revenir sur la campagne aussi de Marine Le Pen. Toujours quand même bien placée, bien située dans les intentions de vote à maintenant donc moins de 3 semaines de la présidentielle. Et bien sûr, vous pourrez commenter, vous le savez, 0826 300 300 vous attend au standard. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h03 dans un instant. Éric Revel sera avec nous et on reviendra sur les GAFAM à partir de 9h30. À l'assaut du pouvoir, un livre de Christophe Deloire. Patrick. Oui, Christophe Deloire, La Matrice. Les plateformes numériques ont remplacé en quelque sorte la démocratie traditionnelle telle qu'on l'entend, avec évidemment de bonnes choses, mais aussi énormément d'excès. Et quelle est la responsabilité de l'ensemble des créateurs, des fondateurs aussi des réseaux sociaux? Par exemple, Jack Dorsey pour Twitter, qui lui-même s'est posé la question, est-ce que je n'ai pas créé en fait un monstre parce qu'il ne maîtrise plus entre guillemets la bête, bien sûr. Oui, et bien sûr avec tout ce qui s'est passé et l'avenir, parce que demain on ne sait pas encore comment tout ça va évoluer. Vous imaginez ce qui s'est passé en l'espace sur les réseaux sociaux en l'espace de 10 ans. Sur Internet, c'est un petit peu plus évidemment conséquent. Ça a maintenant 25 ans cette histoire, ce qui raconte en fait Christophe Deloire lui-même n'y croyait pas d'ailleurs quand le web, la fameuse toile est apparue en 1995-96. C'est à partir de ce moment-là, notamment quand il y a un chercheur en fait du CERN du côté de Genève qui a réussi à la mettre en œuvre avec les Américains bien sûr de la Silicon Valley. Et ce que c'est devenu aujourd'hui, tout ça est formidablement bien raconté. Et à l'intérieur de ça, eh bien il y a le travail journalistique qui est revu aussi. Parce qu'évidemment avec les réseaux sociaux, on a parlé du citoyen journalisme. Eh bien aujourd'hui, ça a laminé beaucoup de rédactions et la façon dont on fabrique l'information. Nous en parlerons tout à l'heure à 9h30. Si vous voulez réagir, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Oui, et il nous expliquera que les grands conflits ont modifié les journalistes, en tout cas la déontologie des journalistes, et on en parlera avec lui à partir de 9h30. 0826 300 300. En attendant, tout de suite, c'est Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Éric. Cécile, bonjour Patrick. Oui, alors vous voulez revenir sur la mue de Marine Le Pen, parce que la sécurité, l'immigration sont toujours c'est quand même ces grands thèmes, mais aujourd'hui on a plutôt l'impression qu'elle se déporte totalement sur le pouvoir d'achat qui l'intéresse complètement. C'est une normalisation d'ailleurs qui semble apporter dans les sondages. Absolument, alors ce qui est intéressant, j'observe à chaque fois qu'elle fait un meeting ce qu'elle dit. Marine Le Pen était en Loiret ce week-end. Effectivement, elle ne parle plus que du pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité, tout ça, c'est parti. Elle en parle, mais beaucoup moins. Alors, vous avez entendu son pitch, rendre 150 à 200 euros de pouvoir d'achat aux Français chaque mois.
mois. Elle met le paquet sur la défense du pouvoir d'achat. Bon, en promettant par exemple de baisser la TVA, vous l'avez vu sur les carburants, on en parle beaucoup, de 20 à 5%. Bon, en oubliant deux petits trucs quand même importants, c'est que c'est Bruxelles qui décide sur les taux de TVA. Vous pouvez pas les harmoniser comme vous avez envie. Puis deuxième chose, si vous baissez de 20 à 5% le taux de TVA sur les carburants, je vous fais pas un dessin, ça prive de dizaines de milliards d'euros l'État de recettes annuelles, alors que nos finances sont exsangues. Oui, mais elle fait de la politique et c'est quand même incontestable. Le sujet, en fait, ou l'un des sujets du moment, c'est quand même le pouvoir d'achat. Une partie des ménages français qui est en train de s'appauvrir, de se paupériser. Oui, on peut même parler peut-être, on verra après la présidentielle, il ne faut pas le souhaiter, mais de véritable crise sociale en France. Marine Le Pen, comme d'autres candidats d'ailleurs, elle n'est pas la seule, elle a raison évidemment de mettre le pouvoir d'achat en premier. Regardez ce sondage d'Ipsos Steria qui montre que 53% des Français interrogés considèrent la question du pouvoir d'achat comme principale préoccupation pour eux. Et ce qui est plus surprenant, c'est qu'on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, mais dans ce sondage, il n'y a que 44%, si j'ose dire, des Français qui placent la situation en Ukraine comme déterminante pour eux. Donc la question toujours déterminante, c'est celle du pouvoir d'achat en France, et pas celle pour les Français, pour une majorité de Français, de la guerre en Ukraine. Les grandes difficultés financières d'une partie grandissante de nos concitoyens à boucler leur fin de mois posent, oui, la question d'une possible crise sociale, après l'élection présidentielle ou pas, on ne le souhaite pas, mais en tout cas, évidemment, Marine Le Pen a pointé du doigt un thème fort, et elle dit même qu'au début de sa campagne, en réalité, elle parlait déjà du pouvoir d'achat, puisque déjà on avait eu, avant la question de l'Ukraine, une flambée de l'énergie. Oui, alors vous parliez de la mue politique, ça ressemble à une normalisation, en quelque sorte, de Marine Le Pen. Comment ça se concrétise ? Oui, là où la présidente du RN faisait autrefois, on le disait au début, campagne sur la sécurité, la lutte contre l'immigration, la dénonciation de l'islamisme, aujourd'hui, elle ne parle plus que de cette fameuse question, celle du pouvoir d'achat. Alors, la mue, elle est à plusieurs niveaux, c'est incroyable quand vous regardez son programme économique et critique avec le monde capitaliste en ce moment, et la mondialisation, c'est un programme antilibéral, ce qui tranche évidemment, vous en souvenez peut-être, avec le programme économique que portait Jean-Marie Le Pen, son père, quand il dirigeait le parti. Donc, mue de Marine Le Pen sur les thèmes politiques, je viens de vous le démontrer, mue sur les thèmes économiques, on peut se demander si finalement le Rassemblement national n'est pas rentré dans le rang de l'establishment politique que dénonçait Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen semble en tout cas solidement accrochée à sa deuxième place dans les sondages, on le voit. Vous avez employé le mot normalisation, cette normalisation politique semble lui réussir, d'autant que en l'état, elle disposerait d'un réservoir de voix si elle était au second tour, avec l'électorat d'Éric Zemmour, ce qui n'était pas évidemment le cas en 2017. Merci Éric Revel. Arlette Chabot, Christine Bouillot et vous au 0826 300 300. Est-ce que, évidemment, vous observez aussi cette mutation, en quelque sorte, de Marine Le Pen, et que ça lui permet de se maintenir à ce niveau, puisque, évidemment, pour la seconde place, même si, évidemment, rien n'est joué, non plus, on ne sait jamais, parce que tout le monde dit Emmanuel Macron est réélu, mais bon, sait-on jamais. Arlette Chabot, donc Marine Le Pen a changé, c'est ce qui lui a évolué, ce qui lui permet encore de bien se situer? Alors l'essentiel de la mutation avait été fait au lendemain de l'échec il y a 5 ans, notamment la fin de la sortie de l'Europe et de l'euro. Ça, c'était le plus important. Dans ce registre, elle a continué avec la modification de son projet sur les retraites. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que quand Éric Zemmour a fait sa percée, tout le monde a dit Marine Le Pen va être obligée de revenir en concurrence sur les sujets immigration, sécurité, islam. En fait, pas du tout. Elle avait déjà commencé une campagne qui était très axée sur le pouvoir d'achat et elle a continué sur cette ligne, effectivement, en l'accentuant, parce qu'elle a compris depuis, effectivement, notamment l'augmentation déjà du prix des énergies, que là-dessus se jouerait l'essentiel de la campagne. C'était le sujet qui devenait le plus important pour les Français. Et elle a continué sur cette ligne, pouvoir d'achat, et elle est aujourd'hui rejointe. Regardez pourquoi Jean-Luc Mélenchon résiste aussi, parce qu'aujourd'hui, lui aussi, parle d'abord du pouvoir d'achat et met en avant des mesures autour de ce sujet. Et la guerre, effectivement, en Ukraine, au fond, indirectement, évidemment, même si c'est pas une préoccupation fondamentale pour les Français, elle arrive derrière.
En fait, on retrouve aussi cette préoccupation, évidemment, du pouvoir d'achat sur les conséquences économiques. Et ces conséquences économiques, là encore, Marine Le Pen, évidemment, s'interroge sur les décisions qui sont prises par l'Europe et notamment par la France et des conséquences, encore une fois, sur le pouvoir d'achat des Français. Donc là-dessus, effectivement, c'est le thème, si j'ose dire, pardon de dire, le plus efficace pour faire campagne aujourd'hui. Oui, alors plus efficace, mais bien souvent, ce qui fait la différence, c'est quand il y a des thèmes clivants. Et là, en l'occurrence, personne ne va contester qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Non, mais c'est des propositions concrètes, peut-être, qui sont mises sur la table. Et quand vous êtes la première à en parler, quand vous les mettez effectivement en avant, regardez la redevance, la baisse des taxes sur l'énergie, tout ça revient évidemment. Donc, encore une fois, elle a fait stratégiquement le bon choix. Ouais, elle tire son épingle du jeu. Christine Bouillot, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y en a d'autres sur le pouvoir d'achat qui réussissent quand même à tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Difficilement. C'est les sondages qui montrent effectivement que Marine Le Pen, que l'on donnait fini au moment où elle Christine, dans les sondages. Mais simplement, elle fait aussi une campagne un peu de marché dans les petites villes, et près des gens. Donc, elle n'a pas trop bougé de ce côté-là. Et finalement, elle s'est pas affolée, mais je dirais que la candidature d'Éric Zemmour, là aussi, entre guillemets, normalisée, quelque part normalisée par rapport à certains sujets qui pouvaient éventuellement être inquiétants, et donc elle devient quelque part une candidate du pouvoir d'achat, et c'est comme ça qu'elle se revendique. D'autres candidats, il y a Jean-Luc Mélenchon qui essaye de ce côté-là aussi d'annoncer notamment, et c'est ce qui fait mouche chez les jeunes, je pense, c'est ce salaire étudiant, par exemple, c'est le SMIC aussi qui veut revaloriser, etc. Donc on voit bien que la question du pouvoir d'achat, elle est aujourd'hui au cœur des préoccupations des gens, c'est évident. C'est évident. Et là où, par exemple, la gauche plus traditionnelle, un peu plus centriste, bon, je viendrai à Emmanuel Macron tout à l'heure, mais celle d'Anne Hidalgo, celle de Yannick Jadot également, en disant on peut faire des économies d'énergie, on peut aller vers autre chose, vers une transition pour essayer d'être moins dépendant en fait de toutes ces questions d'énergie. Ça ne prend pas quoi. Comment l'explique-t-on ça? Qui veut répondre? Parce que ça demande des efforts, la transition énergétique, sans doute. Oui, et donc les Français ne sont pas prêts à faire des efforts. C'est ça, à suivre ce que dit en fait Yannick Jadot, quoi. Oui, c'est difficile en plus en même temps pour Yannick Jadot aujourd'hui, parce que les problèmes de l'énergie, c'est le retour du nucléaire, et franchement, ils sont en porte-à-faux avec ces sujets sur l'indépendance énergétique. Donc la transition, elle passe par l'utilisation des centrales, la durée est prolongée, et la construction de nouveaux réacteurs. Donc tout ça est compliqué pour Jadot. Évidemment, quant à Anne Hidalgo, je crois qu'elle est victime d'un ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place aujourd'hui pour une candidature social-démocrate dans le paysage, et c'est pas en annonçant le doublement d'entrée de jeu des salaires des enseignants, effectivement, qu'elle a été entendue. Et pourtant, ça a été l'un des sujets qui a été beaucoup évoqué pendant la campagne, ce qu'elle avait proposé sur les salaires des enseignants, sur le pouvoir, cette question du pouvoir d'achat, Éric Revel. Oui, on s'en souvient, mais... Pardon, mais juste sur Jadot, il faut quand même reconnaître que quelqu'un comme Sandrine Rousseau a fait énormément de mal à la campagne de Jadot. Attendez, quand vous êtes électeur plus ou moins sympathisant et que vous voyez le carnage en interne, vous dites ces gens sont pas sérieux. Bon, voilà. C'est ça. Et donc Jadot, vous pensez qu'il a été un peu victime de ça pour le lancement de sa campagne, victime facialement sur la médaille, et puis le revers aussi, parce qu'en réalité, on voit bien que ce parti est traversé de plein de courants à l'intérieur des Verts. Donc vous dites, mais si je mets mon bulletin pour Jadot, quel courant l'emporte? Bon, voilà. Et puis sur Anne Hidalgo, pardon, mais bon, ok, il n'y a pas de place pour la social-démocratie. Bon, elle a quand même accumulé un nombre incroyable d'erreurs. Et puis aussi, quand même, elle est trahie par des gens de son propre camp. Moi, je le dis tranquillement. Manuel Valls, qui avait fait, à mon avis, le bon diagnostic en disant il y a des gauches irréconciliables. Bon, il aurait pu filer un coup de main à Anne Hidalgo, par exemple. Il a déjà rejoint Emmanuel Macron il y a 5 ans, Éric. Mais bien sûr. Donc, si vous voulez, je veux dire, elle est aussi victime de tout ça, Anne Hidalgo. À l'intérieur de son parti, vous entendez
entendez beaucoup de gens, de ténors, non, de ténors prendre la parole. Alors apparemment François Hollande va la soutenir à un meeting à Limoges. Oui, c'est ce qu'on avait dit, oui. Donc il devrait. Bon, alors, cette semaine. Lui qui a effondré le PS, il tente de se racheter une image, bon, tant mieux. Allez, dans un instant, on va poursuivre avec l'une des questions du jour aussi. Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil des réfugiés ukrainiens pour la France? C'est un devoir d'accueil, ça doit être temporaire, le pays n'est pas prêt, sans avis, et ça pose beaucoup de questions. On va voir ça avec vous, 0826 300 300 et nos débatteurs. Ah oui, comme tous les matins, nos débatteurs ce matin, Éric Revel avec Christine Bouillot et Arlette Chabot, 0826 300 300, 9h16. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h18, la suite des grands débats ce matin avec cette question du jour sur l'Ukraine. Que pensez-vous de l'accueil des réfugiés ukrainiens par la France? Est-ce que c'est un devoir d'accueil? Ça doit être temporaire, le pays n'est pas prêt, vous êtes sans avis. Pour l'instant, vous dites que ça doit être temporaire à 53% et le pays n'est pas prêt à 25% et seulement 11% un devoir d'accueil. Et vos appels 0826 300 300. Et tout de suite, direction Bordeaux avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour mesdames de Ménibus, Chabot et Bouillot, monsieur Roger, bonjour tout le monde. Madame Chabot. Madame Chabot, monsieur Revel et tous les auditeurs, mon cher Frédéric. Moi, je donne du madame et du mademoiselle. Vous avez bien raison. Vous avez raison. Mademoiselle de Ménibus. Vous avez dit mademoiselle de Ménibus? Non. Ah non, j'ai dit madame. Ah oui, madame. Ah merde, ok. Parce que c'est mademoiselle, c'était pour qui alors? C'est pour qui? C'est pour c'est fini, on dit plus, c'est fini, c'est interdit. Alors, revenons, non mais ça fait du bien de sourire. Frédéric, sur les réfugiés, je crois que vous vouliez réagir. Les réfugiés, oui, effectivement, comme il faut bien les nommer, réfugiés, effectivement. Moi, ça me dérange pas qu'on les accepte, parce que de toute manière, c'est abominable ce qui se passe pour eux. Nos grands-parents et arrière-grands-parents ont subi la même chose. On voit arriver donc des femmes, des enfants, des personnes âgées, très âgées. On voit pas arriver d'hommes jeunes. De toute manière, je crois qu'ils ont l'interdiction de sortir s'ils ont moins de 60 ans. Ils ont un pays qui est viable, qui est instruit, qui est capable. Ils ont un tissu industriel, agricole, en éducation culturelle qui est puissant. Donc, si jamais on arrive à arrêter cette guerre, ils vont y repartir parce qu'ils vont vouloir refaire ce qu'ils faisaient. Bon, moi, je me rappelle de mes cours de terminale, notre prof de géo, le Donbass, le grenier à blé ukrainien, c'est un pays riche, voilà. Bon, ça m'a pas empêché de courageusement rater mon bac 2 fois. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est que nos réseaux d'accueil sont sans doute sursaturés. Par contre, je ne sais pas si on a la capacité d'accueillir facilement. Alors chez des personnes, chez des familles, dans des familles d'accueil, etc. Dans des familles, je veux dire, chez des individus à droite à gauche, peut-être. Mais nos réseaux d'accueil sont déjà sursaturés par une immigration qui est complètement incontrôlée. Et là, par contre, ce ne sont pas des femmes et des enfants. Ce sont des hommes qui ont courageusement abandonné leurs femmes, leurs filles, leurs mères, leurs tantes, leurs grand-mères, etc. Donc, ce que vous vous dites, vous, Frédéric, c'est est-ce qu'on a, est-ce qu'on a un réseau suffisamment bien organisé pour ça, en fait, c'est un peu la question. Restez avec nous, Frédéric. Éric Revel. Vas-y, allez-y. Je ne connais pas trop les réseaux, mais ce que je sais, ce que j'entends et ce que je vois à droite à gauche, c'est que nous avons quand même des hôtels qui sont tout simplement occupés par des immigrés. Nous avons des squats un petit peu partout. Donc, moi, je vois autour de Bordeaux, il y a quand même énormément de squats qui sont installés. On voit des exemples un peu partout en région parisienne également. Donc, si on avait, et puis également tout ce qui se passe autour de Calais, si on avait des réseaux, si on avait des structures, on n'aurait pas ces champs immenses, ces camps immenses, voilà. C'est vrai. Éric Revel, vous me disiez en fait tout à l'heure hors antenne que vous étiez à Nice la semaine dernière et que il y a un flux ininterrompu en fait de réfugiés qui arrivent devant la préfecture, devant ce qu'on appelle le CADAM, qui est le centre administratif qui regroupe le conseil départemental et la préfecture des Alpes-Maritimes. Oui, tous les jours vous avez une ligne de migrants ukrainiens que comme ça à l'œil on peut évaluer à
150, 200 personnes tous les jours qui viennent. Ouais. Et je dis quand même aussi une chose, c'est que très bien, il y a une majorité de femmes et d'enfants, mais il y a aussi des hommes. Ouais, c'est étonnant parce que écoutez, je les ai vus. Donc voilà, maintenant je sais pas s'ils ont 55, 50. J'ai pas vu des gens de 18, 20 ans. Mais bon, il y a tout ça. Il y a la capacité d'accueil, notamment dans les Alpes-Maritimes et dans le sud de la France. Bon, un certain nombre d'entre eux ne font que passer, paraît-il, en France. Mais évidemment, cette question, elle est importante parce que on ne peut pas balayer d'un revers de main ces gens qui veulent rentrer en France. Mais on peut quand même, sans être traité de tous les noms, s'interroger sur est-ce qu'on a les capacités de les accueillir, avec quels moyens, pour combien de temps. Donc c'est des questions légitimes. Mais c'est vrai que on en parle beaucoup dans l'ancien comté niçois, à Nice et dans sa région, parce que les gens sont frappés quand ils viennent pour un document administratif depuis 10-12 jours, à voir tous les jours des files d'attente pour se faire enregistrer à la préfecture des Alpes-Maritimes. Oui, c'est ça. Christine Bouillot, même constat en fait, parce que j'ai vu que certains justement rentraient par la Côte d'Azur et filaient un petit peu plus vers le sud. Certains allaient jusqu'en Espagne, au Portugal avec des familles et certains s'arrêtent aussi en Occitanie. Oui, alors c'est effectivement des zones de passage et ce que constate Eric, c'est qu'il y a beaucoup de voitures, voilà, mais il y a une grosse diaspora ukrainienne installée en Espagne et au Portugal, qui sont les résultantes de la première vague de départ liée à la crise du Donbass en 2014, et donc il y a eu un effet de bascule qui fait que aujourd'hui les Ukrainiens tentent d'aller rejoindre des proches, des cousins, de la famille qui se trouvent effectivement sur la partie sud de l'Europe. Je notais, n'empêche que il y a beaucoup d'actions de solidarité qui sont menées pour loger des Ukrainiens à domicile, mais il y a plusieurs organisations humanitaires qui disent attention, loger des familles c'est très très bien, mais ça ne s'improvise pas non plus. On voit qu'il y a quand même des alertes qui sont données sur le fait que ces familles que l'on doit effectivement, puisqu'il y a encore des bombardements régulièrement accueillir, ceux qui ont dans un élan de générosité décidé d'ouvrir leur maison, eh bien c'est pas si simple que ça, c'est pas si évident que ça sur le long terme, parce que ce sont des accueils dont on ne connaît pas la durée, et c'est vrai que c'est à l'État d'organiser et de mettre en place des situations où on ne se télescope pas finalement les différentes misères qu'a décrit notre auditeur tout à l'heure, quand on voit effectivement d'autres migrations qui arrivent pour d'autres raisons. Oui, une organisation qui est faite aussi avec des aides, Arlette Chabot. Il y a en fait des des aides que au niveau national et de l'Union européenne. Qui donne l'Union européenne aussi, je crois, 35 € par jour, quelque chose comme ça. Ça, c'est par l'Union européenne. Après, il faut quand même dire, on dit réfugiés. Il faut bien dire que ce sont des réfugiés, ce ne sont pas des migrants. Ce ne sont pas des gens qui veulent s'installer chez nous, ce sont des gens qui fuient la guerre. Quand on voit effectivement les bombardements, des gens fuient, donc ça rappelle d'autres images. Ce ne sont pas des gens qui ont envie de migrer. Mais en même temps, on sait très bien que ça durera très longtemps, parce que quand les destructions, il faudra des années pour reconstruire ensuite le pays. Donc il faudra s'installer dans la durée, d'où la nécessité effectivement que l'État organise cet accueil des réfugiés, parce que effectivement l'accueil dans les familles ne sera pas possible sur une durée effectivement trop longue. Trop longue, oui. Éric Revel. Oui, alors des réfugiés et des migrants, je vois bien le distinguo qu'opère Arlette Chabot. Chabot, il faudra bien voir quand même si ces réfugiés ne deviennent pas des migrants et des gens qui s'installent, parce que si on dit qu'il faut, et c'est normal, des années et des années pour reconstruire tout ça, en attendant, il faudra bien que ces gens qui ont fui leur pays et qui ont fui la guerre s'installent quelque part durablement. Je voulais juste signaler quelque chose. Vous avez des associations dans le sud, dans les Alpes-Maritimes. Je pense à Soleil 06 par exemple, qui a décidé, et je crois que c'est dans les jours qui viennent, de partir avec 2 ou 3 camions remplis d'aide et qui va à la frontière polonaise pour aider. C'est aussi une façon d'aider la Pologne à recevoir des réfugiés. Donc, tous les pays limitrophes, c'est aussi une façon. Et toutes ces associations qui sont actives pour aider les Ukrainiens sont nées la plupart du temps sur un autre moment très fort, mais qui n'a rien à voir dans les Alpes-Maritimes, qui est cette fameuse tempête Alex qui a ravagé la vallée de la Vésubie et la vallée de la Roya. Merci beaucoup. 0826 300 300, vous pouvez continuer de réagir. Cette fois-ci, on va revenir sur les réseaux sociaux et la fameuse matrice. C'est quoi la matrice? On a l'impression d'un film derrière ce titre de livre. C'est presque ça.
c'était un film. Christophe Deloire va être avec nous, le patron de Report, directeur général de Reporters sans frontières, qui sera donc avec nous. Secrétaire général ? Oui. Pas directeur général ? Peut-être directeur général, d'accord. Et en tout cas, La Matrice, oui, vous avez raison de dire que c'est un film. Décrypter ce que ça veut dire. Vous voulez nous en parler, 0826 300 300. Est-ce que vous avez peur aussi des GAFAM pour le débat public, pour la démocratie ? On en parle dans un instant.